Papa, il faut que je te parle, sinon je ne peux plus écrire. Papa, je dois m'adresser à toi, sinon je reste paralysé, je ne peux plus écrire et continuer si au-delà de la mort, je ne m'adresse pas à toi. Papa, j'ai devant moi un chèque de 12 000 euros, 2 millions de pesetas, et je pleure. J'ai fait mon travail, un travail d'intellectuel, d'écrivain, et c'est pour cela que j'ai ce chèque devant moi, et un autre chèque doit arriver si je vais jusqu'au bout de mon travail. Et cet argent, j'en ai besoin pour Angela, qui vient encore une fois. Enfin, j'ai reçu une commande, papa, de mon éditrice, Clara de Ames, quoi. Fille de Julio de Ames, quoi. Tu te souviens? Oui, une commande. Formidable, non? Elle m'a demandé... Non, tu ne vas pas me croire, papa. J'étais là, assis en face d'elle, et cette jeune femme élégante que j'ai connue petite me dit... Il faut que tu fasses la connaissance de mon fils aîné. Il a 12 ans, et passe le peu de temps que nous avons ensemble à me poser des questions. Faut que tu le connaisses. Un jour, je te l'enverrai. L'autre fois, il m'a demandé... Maman, c'était qui, Franco? Tu saisis la question? Et c'est là que je fais appel à ton talent de vulgarisateur. Imagine que tu es Franco, toi. Oh, ne ris pas, parce que tu vas voir que l'idée va te plaire. Tu es Franco, tu es quasiment à l'article de la mort et tu racontes ta vie. Et moi, je dis que toi, dans la peau de Franco, racontant comme une autobiographie imaginaire, tu vois, ça sera le volume d'une série intitulée Aux hommes des années 2000. Écoute, merci, mais tu surestimes ma capacité à prendre de la distance. Je suis devenu anti-franquiste en réaction à la laideur morale et esthétique de ce régime orchestré par des sous-officiers de caserne. Cette bouffonnerie médiocre et brutale de fascisme nain. Mais pourquoi devrais-tu prendre de la distance? Pombo, t'es un professionnel de la vulgarisation, non? Alors mets-toi dans la peau de Franco et justifie-toi justement devant l'histoire. Franco a été une ombre qui a pesé sur mon enfance, sur ma vie, sur celle de ma famille. Il y aurait comme une amère et terrible ironie à devenir son biographe secret, comme on devient un biographe de cour. Non, tu te trompes complètement. C'est toi qui vas signer le livre, pas Franco. Signé Pombo, parce qu'autrement, tu penses bien que les descendants ou n'importe quelle fondation franquiste me tomberaient dessus. Tu dois donner le ton de cette collection, dans laquelle paraîtront par la suite Staline, Hitler, Lénine. 12 000 euros d'avance sur les droits d'auteur, 18 000 à la remise du manuscrit et une première édition de 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. Et voilà. 12 000 euros. 2 millions de pesetas d'avance sur les droits d'auteur. 3 à la remise du manuscrit. Incroyable, hein, papa? C'est vrai qu'au début, j'y suis allé un peu fort dans la revendication. Les choses avaient plutôt mal commencé avec les Ames, quoi. Il y a toujours une petite, je ne sais pas comment dire, une petite condescendance, tu vois. La foire du livre va nous tomber dessus, Pombo. Il faut penser au programme de lecture du bac pour l'année prochaine. Bien sûr, les programmes du bac. C'est le premier dossier concernant la prochaine foire du livre, Monsieur Pombo. C'est très important pour la maison, c'est primordial même. Il faut cibler l'Europe, ça c'est sûr. L'Europe avec tous les scolarisés, les grands thèmes, l'histoire, les biographies. Mais c'est votre créneau, ça, Monsieur Pombo. C'est indéniable. Ah, mais Schwapper le disait toujours, n'est-ce pas, Clara? C'est-à-dire que, justement, je suis venu pour essayer d'oublier un peu le scolaire. J'aurais voulu parler d'un autre projet. Mais les politiques éditoriales sont déjà formatées. On ne peut rien changer. Attendez, d'accord. On se voit un petit peu seul à seul. Et puis d'ici une petite demi-heure, tu nous rejoins, Christina. Ok? Et on envisage l'avenir, hein? Alright? Allez, laisse-nous. Julio de Ames, quoi, ton père, petit-fils, fils, puis père d'éditrice. Parti comme ça d'un coup, nous étions ensemble à l'université. Tu comprends? Oui, je sais. Les premières cellules étudiantes du Parti communiste espagnol à l'université, j'ai entendu ça 1000 fois. Les arrestations, la prison. Et le chorizo, envoyé par sa famille. Qu'il ne supportait pas et qui lui donnait des renvois. Ah, moi j'en ai profité. Et j'y suis resté plus longtemps que lui, là-bas. Abonné au chorizo. Oui, bon, tout ça s'est arrangé. Mon père était heureusement un réaliste. Ah, un possibiliste. Si tu veux, possibiliste. Et quand je l'ai revu quelques années plus tard en bon possibiliste, il a vite détourné ma proposition de collection sur les dissidents espagnols. En une biographie condensée du CID. C'est pas beau, ça? C'est pas réaliste? Certes,
très réaliste. Mais après, il y a eu mon roman, tu l'oublies. Ah oui, c'était moins réaliste, ça. Malheureusement, oui. Ah, c'est pas simple, l'édition, mais tiens, la biographie condensée du Cid, ça a été une bonne affaire pour toi. Tu peux pas dire le contraire, Pombo, financièrement, ça a été... Dis donc, tu as passé beaucoup de temps aux États-Unis. Immédiatement rentable, ce que tu apprends là-bas. Tu l'appliques et ça fonctionne. Et toi, tu reviens d'URSS, enfin de Russie. Alors, c'est comment? Bourré de tsaristes. Ma guide, par exemple, une toute jeunette, était carrément enthousiasmée par l'idée d'un retour du tsar, tout simplement parce que sa grand-mère avait été la gouvernante d'une princesse impériale. Évidemment, évidemment. Le communisme, la dictature du prolétariat, tout ça, une parenthèse de l'histoire. Une parenthèse de l'histoire. Plus d'une nuit, ils avaient été sur le point de t'amener à la petite promenade. Dar un paseo, comme ils disaient. Cette jolie métaphore pour décrire l'assassinat. Parenthèse de l'histoire. Car ils sont comme ça maintenant, les jeunes. Comme ma fille Angela. En souvenir d'Angela Davis. Tu te souviens, papa? S'en fiche, elle. C'est une rebelle frustrée sans la moindre inquiétude historique. Parenthèse de l'histoire. Papa, je suis désormais entièrement responsable de mon visage et le corps inhumé de Franco dans la vallée des martyrs m'a été confié pour que je le ressuscite. 5 millions de pesetas pour une parenthèse de l'histoire. Parenthèse de l'histoire, oui, ou dictature du prolétariat. La jeune génération ne comprend même pas le sens du mot. Au fait, tu avais des enfants, Pombo? J'ai des enfants. Angela, surtout, cliente acharnée des médecins avorteurs et des cliniques de désintoxication, travaille actuellement à la désertification des Asturies. Et moi qui suis allé en prison à cause de ma solidarité avec les mineurs des Asturies. Faut avancer, Pombo, c'est l'air du temps. Oui, mais qui n'a jamais fait vivre son homme, l'air du temps. Et donc, justement, si je suis ici, c'est que l'air du temps, tu vois, donc, pour te rappeler la promesse, la garantie que ton père, oui, c'est ça, une sorte de contrat, quoi. De contrat. Oui, j'ai besoin d'un travail à long terme, et juste avant sa mort, ton père, et pourtant c'était un homme implacable quand il discutait argent. Implacable, tu l'as dit. En fait, j'ai fait partie de la restructuration voulue par ton père. Tu sais, nous avons touché nos indemnités sans problème, tout est en règle, mais il y avait surtout, aussi, la garantie, voilà, c'est ça, la garantie d'une collaboration jusqu'à l'âge de la retraite. Jusqu'à l'âge de la retraite? Ned. C'est bizarre parce que cette clause me dit vaguement quelque chose. J'ai dû voir ça quelque part, mais... Christina? Enfin, c'est pas un problème, hein, tu penses bien. Respecter nos engagements, ça toujours, bien sûr, c'est l'éthique même de la maison. D'ailleurs, je ferai rechercher le contenu de ce contrat. Non, c'est une question de timing dans la production, tu vois. Nous sommes maintenant programmés au moins 3 ans à l'avance. Mais bon, il y a aussi le feeling, il faut que je manage mon équipe. C'est délicat, hein. T'as bien vu tout à l'heure, Christina, ma directrice littéraire. En plus, là, aujourd'hui, justement, j'ai tout de suite là un brainstorming. Ensuite, il y a ce lunch au ministère. Enfin, j'ai un timing très, très serré, tu vois. Mais tu parles vraiment comme une vraie directrice de marketing. Je me souviens, papa, d'avoir révélé un jour à Julio de Ames, père de ma chère éditrice, que mon père à moi, oui, toi, papa, avait été prisonnier politique. Mais moi, je faisais partie des vaincus de la guerre civile. Studia, y colocate un banco. Étudie et place-toi dans une banque ou une caisse d'épargne, me disais-tu lors de nos visites à la Vallée des Martyrs. Mira, yo empecé de camarero. Regarde-moi, j'ai commencé garçon de salle. J'aurais pu devenir imprimeur ou maître d'école, et quand je sortirai d'ici, je serai comme Rico. Je ne serai plus qu'un bourru. C'est vrai que tu avais fondu, la peau brunie par le soleil, tu travaillais dur, mais non, papa, non. Tu n'avais pas le visage, non. Tu l'avais caché quelque part en toi, avec tant de méfiance qu'il a fallu près de 10 ans pour que tu le retrouves. Raconte-le à mon fils, et imagine que tu es Franco, toi. Et moi, je ne suis ni dans une banque, ni dans une caisse d'épargne. J'ai cette obligation d'écrire cette chose-là pour vivre, pour ma fille surtout. Mais papa, je suis poursuivi et bloqué par cette histoire de la petite promenade d'un passé. Et par-delà la mort, j'attends comme un signe de toi. 12 000 € d'avance sur les droits d'auteur et une première édition de 20 000 exemplaires. 20 000 exemplaires. 12 000 €, là, devant mes yeux.
Je vais ressusciter Franco pour le tuer, puisqu'il n'a été vaincu finalement que par la biologie. Mort de mort naturelle. Le tuer pour réaliser le rêve d'une moitié de l'Espagne. L'Espagne des vaincus. Tu l'arrêtes jamais, ta petite machine, là? Quand ça me gonfle, si. Et quand on te parle, tes parents t'ont pas dit que quand on te parle, c'est mieux d'arrêter. Je peux faire deux choses en même temps, alors. Mais c'est quand même toi qui as posé la question à ta mère. Quelle question? Qui était Franco? Ouais. Parce que tu voulais le savoir. Non. Mais c'est que maintenant, en 5e, le prof, il veut qu'on découvre par nous-mêmes. C'est un nouveau. Je sais pas ce qu'il a, il dit qu'il veut plus qu'on copie. Gratter, ça sert à rien. Qui dit, il veut qu'on trouve. Pas mal. Ouais, si tu veux. Donc en fait, ta mère t'envoie à moi parce que je suis un spécialiste. Ouais, peut-être. Elle dit que, comme t'es vieux, tu l'as connu. Qui? Bah, Franco. Franco, c'était un vieux aussi. Pas toujours. Avant d'être vieux, il a été jeune. C'est clair. C'est pas ce que tu semblais dire. Hein. Mais franchement, là, tu peux pas l'arrêter, ta petite machine, là. Moi, je peux pas parler avec ce truc constamment, là, qui clignote, quoi. Et de toute façon, ça y est, j'ai niqué mon entrée dans le deuxième monde. Faut que je reprenne tout. Oui. Bon, ce que je disais, c'est qu'il a été jeune avant d'être vieux. Ouais, ben ça, j'ai compris. Tiens, je pense à un témoignage tout à fait extraordinaire. Tu vas voir. C'est un commandant en chef de l'armée républicaine, tu vois, tout à fait au début de la carrière militaire de Franco. Un général républicain, tu vois. Tu comprends bien que les républicains, c'est pas les autres, d'accord? Quels autres? Les autres, les franquistes, les partisans de Franco ou d'un mouvement qui s'appelait la Phalange. Tu saisis? Eux, ceux-là, la Phalange, les franquistes, tout ça, c'est la droite. Même la droite... Donc les méchants. La droite, c'est les racistes, c'est ça? C'est pas si simple. Bon. Disons que la droite, en gros, ils veulent conserver, ils veulent pas bouger, ou très peu. La gauche, c'est plus ouvert, tu vois, vers le progrès, et l'avenir, plus social aussi. Ah oui, les socialistes. Donc, ce commandant, de par ses fonctions au sein de l'armée, a été obligé de côtoyer Franco, mais il était républicain, tu saisis? Et il avait, comme on pourrait dire, des convictions différentes, voire opposées à celles de Franco, des convictions républicaines. Mais pas anarchistes, pas comme les Basques. Parce que ma mère, elle m'expliquait tout ça, les Basques, le terrorisme. Oui, non. Bon, enfin, disons qu'il était républicain. Et qu'il s'est trouvé qu'il était dans l'armée d'Afrique avec Franco. Enfin, l'Afrique du Nord, le Maroc espagnol, tu vois. Ouais, Gibraltar, tout ça, on l'a vu en géo. Donc, il a vu tout de suite, même très jeune, qui était Franco. Il le décrit très bien. Écoute. Durant cette époque africaine, je fis plusieurs voyages avec Francisco Franco, qui venait de passer lieutenant-colonel, et envers qui je n'ai jamais ressenti la moindre sympathie. Jamais personne n'aurait pu penser que Franquito... Franquito, comme l'appelaient ses camarades de promotion, pourrait devenir Franco. Pour nous, Franco était un Galicien triste et renfermé, toujours mélancolique ou déprimé, d'aspect commun, brun, court sur pattes, avec une voix de fausset, et à la culture livresque peu étendue. Bref, tout le monde le détestait, à commencer par son frère Ramon, qui ne lui parlait presque pas. Il avait un frère comme moi? 2. Franco paraissait antipathique de naissance. Dans son peloton, les légionnaires récalcitrants étaient systématiquement fusillés. Ouais, il dégommait tout le monde, quoi. Il était jeune, il s'y croyait. Puis après, il est devenu débile, c'est ça. Et moi aussi, avec mon frère. Pas si vite, hein. Il s'est marié.
Il a eu une fille, et surtout, il a pris le pouvoir quand même. Il s'est confondu avec l'Espagne pendant 40 ans. Voilà, c'est ça. Confondu 40 ans. Tiens, tu connais ce tableau de lui avec le drapeau de l'Espagne? On pourrait dire qu'il explique tout en avance, comme si l'avenir pouvait déjà s'y lire dans le tableau. D'ailleurs, toute l'Espagne en a profité. Il en a été tiré des milliers de reproductions. Chaque Espagnol se devait d'avoir ce tableau au-dessus de la cheminée. Ce tableau que sa femme Carmen adorait. Tiens, regarde. L'apparence, voilà. Dès le début, toujours, je lui ai rappelé, l'apparence est tout ce que nous pouvons avoir, Paco. Moi, je l'appelais Paco, Franco, mais jamais Franquito, ou pire encore, Paquito, comme sa mère. Oh, Paquito, mon fils, tu as des yeux qui intimident. C'est vrai qu'il avait des yeux grands, noirs, brillants, tristes et durs, les yeux d'un chef. C'est d'ailleurs ce que je lui répondais chaque fois qu'il me demandait ce que j'avais trouvé en lui pour tomber amoureuse. Je lui disais, voilà, tu me rappelles un chef Zenata, berbère nomade, dont j'ai vu l'image sur un calendrier. Un berbère. Quand même, regardez la lune. Non, vraiment, c'est magnifique, tout y est. Paquito, tu as des yeux qui intimident. Si c'est rien d'un problème, Paquito, regarde bien en face et le problème et ceux qui te le causent. Ça, c'était sa mère. Mais c'est vrai que ses yeux... J'aimais le voir en selle, car il me rappelait des gravures de Napoléon. Il était petit, d'accord, mais il est faux de prétendre que ses compagnons de jeu pendant son enfance, au port de la Corunha, l'appelaient Cerillita, allumette, comme le raconte sa sœur Pilar. D'ailleurs, on sait ce qu'elle est devenue, celle-là. Une socialiste à moitié cinglée. Sans aucun doute, sa sœur Pilar tenait de leur père un anarchiste, coureur de jupons, qui lui passait tout. Et il avait aussi une sœur? 2, mais son père, surtout le père anarchiste. Voilà un élément familial dans lequel se dissimulait peut-être le talon d'Achille de Franco. C'est quoi le talon d'Achille? Le point le plus faible d'un adversaire, celui par lequel on peut l'atteindre. Eh, c'est comme dans mon jeu. Regarde, si tu veux. En tout état de cause, Franco a forcé le retour de son père Mourin au sein de l'Église catholique, comme il a forcé l'Espagne à revenir à son naissance catholique. Moi, je n'ai forcé mon père ni à partir ni à revenir, mais lors de vos flâneries sur le port de la Corunha, vos yeux se sont-ils posés une fois sur le paquebot Alfonso XII? Alfonso XII? Non, je ne vois pas, non. Eh bien, à la Corunha, sur ce bateau, mon père est monté à l'âge de 15 ans, fugitif d'une lignée de cutéreux à la recherche d'emploi disponible à la Havane ou à Santiago de Cuba. Ah, mais celle-là, c'est la deuxième photo. La première, c'est autre chose. Là. Il avait 5 ans. Il était en train de faire paître quelques vaches de la famille. Montre. Il s'occupait des vaches? Personne ne t'avait encore expliqué que la pleine lune n'est pas un soleil bizarre, papa, mais le signe que la nuit tombe. Et tu as poussé en avant tes bêtes dans la montagne, attendant que ce soleil si pâle se réchauffe. Tu y es resté jusqu'à ce que mes grands-parents partent à ta recherche pour t'enseigner la différence entre la lune et le soleil, la nuit et le jour. Mais mon père était un berger trop menu pour tenir tête à ses cornes belliqueuses. Maldito sea los sueños que no te dejan dormir. Ay, más bonitos son los sueños que te ayudarán. Je déteste ces chants qui viennent, on ne sait d'où d'ailleurs, d'Arabie, d'Afrique. Peut-être bien parce que là-bas, non, Franco et moi c'était l'opérette, vous savez, la zarzuela. Oh,
Oh, je sais bien qu'avant moi, en Afrique, Franco a plus ou moins fréquenté une certaine Sophia, fille du colonel qui jouait du piano et qui chantait. Tiens, Sophia. Et toute sa vie, il se passera en cachette des films de Sophia Loren. C'est qui celle-là? Je connais pas ses films, moi. J'étais toujours avec lui pendant les projections privées au palais. Ce que je veux dire, c'est que pour un garçon de Galice, débarquer au Maroc, c'était comme plonger dans un roman de Jules Verne, non? Ah oui, les 1001 nuits, en quelque sorte. Mais oui, Aladdin. Dès que j'ai rencontré Franco, j'étais déterminée à l'épouser et je l'ai empêché de tergiverser. Mais ma famille, ils sont allés jusqu'à me présenter quelques jours avant mon mariage un numéro spécial du journal El Sol. Ah oui, j'ai l'article. Ce matin, la duchesse de la Victoria, marraine des troupes d'Afrique, s'est vue offrir une corbeille de roses rouges, au milieu desquelles se détachaient 2 têtes d'Arabes, les plus belles parmi les 200 coupées hier. J'y crois pas, le sauvage. Enfin, je n'ai pas cédé. Et le mariage a eu lieu comme convenu. Mais à peine célébré, mon Franco est rappelé en Afrique du Nord. Tu te souviens, Gibraltar, on y arrive. Ouais, t'inquiète pas, je suis. Et là, encore une fois, il a répondu la promotion ou la mort. En espérant aussi, je dois l'avouer, gagner ses galons de général. Deuxième photo, là. Au même moment, mon père s'embarque à la Colonia avec une valise de bois contenant des vêtements, mais une bonne provision de chorizo et de fromage cuit afin de ne pas dépendre du rata de la 3e classe pendant la traversée de l'Atlantique. À La Havane, l'attend un emploi de garçon d'hôpital. Et pourtant, dans ses rêves, il se voit ouvrir un bar, lire des livres et en imprimer, voire même un jour en écrire un. La noche cuando dormía, y anoche cuando dormía, ay del cansancio fatigado, noche de sueño dorado, pasó. Et là-bas, le cerveau accaparé à la fois par le bar de ses rêves, son travail, l'apprentissage d'un métier, il entre au parti clandestin communiste cubain. Communiste, c'est cubain? Non, plutôt cubain, ce communiste. Enfin, maintenant. Bon, la 3e photo. À cause de la politique, mon père a dû quitter Cuba à jamais. Et plus tard, revenu à Madrid, il ne cessera de murmurer comme une litanie. Yo estoy hecho para los tropicos. Moi, je suis fait pour les tropiques. Un après-midi, il rencontre ma maman qui était petite main couturière du beau linge madrilène. Il avait du bagou à un point déconcertant, maman avait de l'esprit et une tendance à la fuite en avant. Il s'installe dans un appartement en sous-sol de la rue Lombilla. Mon père lit des abrégés de Lénine, ma mère des romans à l'eau de rose. Mais des années plus tard, c'est elle qui conserve sans fleur ses souvenirs de rouge, alors que mon père les dissimule dans un carton avec ses livres maudits, Trotsky ou Freud par exemple, derrière un faux mur de l'appartement de la rue Lombilla, où je viens au monde quasiment en pénalty. Penalty? Au fait, t'es Barça ou t'es Real, toi? Moi, je suis football. Voilà ma collection personnelle de portraits, ses portraits, toute sa vie, enfin toute ma vie, ou notre vie, enfin voilà. Vu sa petite taille, j'ai décidé une fois pour toutes qu'on s'en tiendrait au portrait. Le visage, les yeux durs mais qui pétillent, c'est ça qui en a posé. Franquito, tu as des yeux qui intimident. Sa mère avait de ces phrases qui revenaient tout le temps et que Franco a reprises tout au long de sa vie, comme « à quelque chose, malheur est bon » ou « ce qui est aujourd'hui l'enclume deviendra demain le marteau ». Ce qui lui a inculqué, il faut bien le dire, le goût de la patience. Et il lui a fallu de la patience pour venir à bout de tous ces rouges, ces socialo-communistes, juifs, francs-maçons ou autres conspirateurs. Oh, mais regardez-le-moi, là, en poste à la direction de l'école militaire de Saragosse. Il a adoré ça, guider les futurs officiers.
C'est là-bas, j'en suis sûre, que lui est venu le goût pour la chasse. Ça a été une des meilleures périodes de notre vie. La, 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 la. Ah! Je déteste ces chants révolutionnaires! Les Asturies. Alors là, Franco s'est concentré sans état d'âme, je peux vous le dire. Il a envoyé la Légion et hop! Et ces hommes n'ont pas pris de gants! Enfin, une fois maté la révolution asturienne, il y a quand même quelque chose qui nous a comment dire, écœurés. Voilà. La légèreté des peines appliquées aux insurgés nous a laissé à nous, les bons Espagnols, un goût amer dans la bouche, il faut bien le dire. Franco m'a toujours répété, Carmen, quand je me déciderai, ce sera pour préparer le soulèvement national. Le coup d'État. Le soulèvement national! Le coup d'État! Le soulèvement national, il faut gagner, c'était son idée. Bref, à partir des Canaries, retour secret au Maroc, et en fin de compte, oh oui, grâce bien sûr aux avions d'Hitler et de Mussolini, mais en fin de compte, c'est quand même l'armée d'Afrique qui est venue libérer la métropole. Et mon Franco a présidé le défilé de la victoire à Madrid devant une liesse populaire indescriptible malgré la pluie. Et ensuite, oh, je me souviens bien, nous sommes allés à une soirée de gala au théâtre de la Zarzuela. La 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 Pour notre installation en tant que chef du pays, modestement, Franco a choisi un petit palais dans un généreux espace de 15 000 hectares, à distance idéale de Madrid, où il m'a permis d'organiser harmonieusement notre vie en ordonnant à tous les domestiques de m'appeler la Señora. Le temps passant, nous avons voulu reproduire dans notre austère fortin familial, nous avons voulu, oui, reproduire le style d'une famille espagnole moyenne. Et je dois dire que là était le vrai refuge de Franco. Les fenêtres de notre... enfin, de sa chambre donnaient sur un patio fermé, ce qui l'apaisait. Chaque matin, la trompette le réveillait en même temps que la troupe. Et il aimait à se consacrer à de petits bricolages qui me tapaient un peu sur les nerfs, mais enfin, par exemple, il avait retiré la tulipe de verre qui couvrait l'ampoule de la salle de bain parce qu'elle tamisait trop la lumière et qu'il ne pouvait pas se tailler correctement la moustache. Mais vous ne m'écoutez pas? Non. Je rêve, Señora Franco, je rêve au petit palais, aux 15 000 hectares, au fortin familial. Et je m'interroge. Où partait l'argent espagnol pendant les années 40 et 50? À Cuba? Alors sous la dictature de Batista? À Saint-Domingue? Autre dictature? Et après les années 50? Sur la côte, non? La Costa del Sol! Cette fructueuse spéculation foncière qui a peuplé peu à peu tout le littoral espagnol de millionnaires ex-phalangistes, authentiques, édifiant un mur d'arrogance immobilière entre la mer et la terre, avec un acharnement aussi mesquin que scandaleux à détruire les paysages. Oui, Señora Franco, je m'interroge. Doucement, il avance. J'ai lu un peu. Oui, moi aussi. Alors, parle franchement. Franchement, ça manque de sexe. Yes. Christina, tu délires ou quoi? Mais non, c'est vrai. On pourrait faire un format adulte. Ça ferait un tirage supplémentaire avec, je sais pas moi. Mais maintenant, les gens, ils s'en foutent de savoir si Franco était un salaud ou pas. Tu comprends, faut le montrer, quoi. En direct. Je dirais presque en image, tu vois. Je sais pas, moi, cette histoire avec Sophia Loren, eh bien, j'en ferai une scène, oui, une scène où il
qui se manipule, tu vois, en cachette, devant un film de Sofia. Ah, ben ça, je suis sûre que ça se vendrait, ça. Christina, tu m'épates. Bon, on y va parce qu'il attend quand même. Hein. Ouais. Ben, déconne pas, hein. La fin du livre, c'est un dossier très important pour la maison, Monsieur Pombo. Il faut penser au programme de lecture du bac pour l'année prochaine. Oui, j'ai pris un peu de retard sur le calendrier. Un peu? Te complique pas trop la vie, Pombo, hein. Faut que ce soit simple. C'est la vie qui n'est pas simple, tu sais. Ma fille, Angela... Oui, j'ai entendu parler de ces problèmes. Bon, laisse-nous, Christina. Dis-moi, elle est très autoritaire, là, ta directrice littéraire. Non, mais t'inquiète pas, je contrôle. Donc, ta fille, anorexie, non, c'est ça? Oui, anorexie entre autres, enfin bon. Bon, ça va aller mieux, j'ai pu parler avec je ne sais trop qui à la mairie, et son traitement, pour ce qu'elle a, me reviendra presque gratis. Donc je vais être libéré de ce souci. T'aurais pu les solliciter plus tôt, ils te devaient bien ça, non? Il te reste bien encore quelques amis socialistes et communistes à la mairie de Madrid, non? On n'y fait que de la figuration. Et puis je n'ai jamais aimé recourir au trafic d'influence. Ah bah, pourtant, avec moi, t'as eu recours au trafic de la mémoire. Non, j'ai juste rappelé la teneur d'un engagement. Je plaisante, Pombo. Il y a trop de sérieux chez toi, peut-être même dans ton travail. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire ce que j'ai déjà dit, Pombo. Simple, direct, sans complications. Évident, quoi, accessible. Lisible tout de suite par tous. Et pense au bac. Pense au bac, Pombo. T'imagines le marché? Oui, bien sûr, le bac. Faut que je le fasse parler, papa. Et je n'en ai pas le courage. Je ne peux raconter seulement que ce que j'ai vécu en tant que fils de condamné à mort qui ne revoit son père, papa, que lors de la séance du tribunal militaire où maman m'a emmené en pensant que mes 10 ans pourraient émouvoir ses pieds de pacotille, vêtus de kaki. Kaki. Tout est kaki dans cette salle, même l'odeur. Et puis cet homme là-bas, est-ce mon père? Est-ce lui, cet être émacié, voûté, dont seule la voix est restée fidèle, atrocement respectueuse, servile presque, devant les questions de cet abominable procureur à la moustache fasciste en accent circonflexe, qu'il faut voir partout durant tant d'années comme un cauchemar lancinant? Au procès, tu as sauvé ta tête, papa. Mais tu nous as plongés dans la défaite et nous y as maintenu toute notre vie, toute ma vie. Tu aurais peut-être mieux fait de mourir dans la fusillade des combats fratricides de Madrid. Oh. Mais il faut que je le fasse parler, papa. Je n'en ai pas le courage. Je le fasse parler. La propagande internationale a tracé de lui un tableau sanguinolent dans lequel je ne saurais le reconnaître, mais après tout, on n'est jamais maître de l'image que les autres ont besoin de vous attribuer. Oui, il a été l'histoire de l'Espagne, le salut de l'Espagne. Il avait bien fallu entamer cette purification amère mais indispensable, brèche ouverte par la guerre civile, et il n'a jamais hésité un seul instant en contresignant une sentence de mort. Je n'ai jamais été mu par la volonté de puissance. Et s'il n'avait tenu qu'à moi, je me serais retiré sur mes terres pour les administrer, regarder grandir mes arbres, peindre, m'occuper de mes bêtes, car le cheval prospère sous l'œil du maître. Je crois au contraire être quelqu'un doté du sens de l'humour. Et lorsqu'il s'agissait de punir un rouge sans foi ni loi, il ajoutait sur une feuille d'une main qui n'a jamais tremblé. Garrotti prensa. Oui, le garrot et les journaux. Ce qui signifiait qu'il ne s'agissait pas de tomber honorablement, mais de se voir infliger le garrot et la publication de la sentence dans les journaux. Mais avec le temps, j'ai pu me débarrasser de cette image d'un militaire inculte, barbare et sans scrupules. La tuerie aux arènes de Badajoz, le bombardement de Guernica et l'exécution du poète philo-marxiste García Lorca. Voilà exactement les faits, par exemple, auxquels il n'a pas pris part.
Dans aucun cas. En tout cas, pas directement. Mais il se trouve qu'à Badajoz, n'ayant pas assez de sentinelles pour surveiller les quelques 2000 prisonniers rouges, on les a regroupés alors dans les arènes de la ville et on les a fait mitrailler. C'est cependant au mépris de la vérité qu'il a été prétendu que certains prisonniers avaient été torés et soumis aux banderies. Et il en fut de même avec l'exécution de Garcia Lorca, ordonnée par Queipo de Llano. D'ailleurs, maintenant, je peux bien le dire à sa place, je n'en aurais pas fait un martyr si facilement exploitable. Enfin, moi, on m'a fusillé aussi des intellectuels remarquables comme Je ne sais pas. Oh, c'est pas moi. Mais quand Queipo se mettait Martel en tête, ah, il y en a eu des chansons et des poèmes dédiés à Garcia Lorca. En ce qui concerne Guernica, c'est un certain manque de coordination, je le reconnais, qui eut pour effet la destruction de la prétendue capitale spirituelle des Basques. Que je sache, la capitale spirituelle de tous les chrétiens, basques compris, c'est Rome. D'ailleurs, certains de ses biographes ont voulu voir sa trajectoire personnelle comme guidée par le doigt de Dieu. J'étais la sentinelle toujours éveillée. Eh oui. Et le bras immaculé de Sainte Thérèse d'Avila, cette relique qui devait avoir une influence si grande sur ma vie, n'était-ce pas là aussi un doigt, Un don. un don, Un don de Dieu. un don de Dieu. Malgré son aspect de membre momifié, j'ai voulu la voir sans cesse auprès de moi et Doña Carmen, mon épouse, a accepté que je l'installe dans notre chambre à coucher pour qu'il nous protège le plus intimement possible. Oui, enfin, le plus intimement, oui, c'est ça. Et par la suite, ce fut même Carmen, mon épouse, qui exigea le plus fermement qu'il ne quitte jamais nos quartiers, sauf à de très rares occasions. Ah oui, quand l'un de nos proches était en danger de mort, alors évidemment, j'ai proposé de le prêter. Je peux dire que la main de Sainte Thérèse m'a aidé providentiellement à concevoir le devenir de l'Espagne dans la sérénité. La sérénité. Voilà ce qui a caractérisé toute sa vie. Que ressens-tu un jour comme aujourd'hui? Que ressens-tu un jour comme aujourd'hui? Mon épouse, Doña Carmen, m'avait posé cette question en cette journée où le peuple de Madrid m'avait acclamé et où j'ai pris en charge la reconstruction de l'Espagne. C'est vrai, c'est exactement la question que j'ai posée. Ce que j'éprouvais, un courage froid et le sentiment qu'allait désormais exister en moi deux personnalités différentes, Franco et le Caudillo. Et ce que pense le Caudillo, Franco l'ignore. Souvenez-vous de cette phrase si juste. Ce que pense le Caudillo, Franco l'ignore. Oui, un courage froid en haut de l'impressionnante estrade où nous contemplions le premier défilé de la victoire au milieu des acclamations des vainqueurs et des vaincus. Eh oui, oui, les acclamations des vaincus. Magnifique. Franco, 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 Franco. Et combien d'Espagnols manquent à ce triomphal acte d'allégeance au cours duquel est adopté définitivement ce cri? Franco, 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 trois fois comme Sanctus, Sanctus, Sanctus dans l'orgasme de la consécration eucharistique. Dans les prisons s'entassent des milliers de suspects torturés. Vous avez envoyé, général, au peloton d'exécution ou au garrot 200 000 vaincus ou plus. 200 000, général. Et je ne vous compterai pas, après tout ce temps, les exactions des escadrons phalangistes dans la campagne espagnole. Les fosses communes remplies de corps de disparus. Les outrages sexuels subis par les femmes des vaincus. Les têtes rasées des républicaines. L'huile de ricin, les coups. Et vous, votre visage répété à l'infini sur les façades des villes et des villages. Je raconterai seulement ce que j'ai vécu, Excellence. Et si je devais donner une image tangible de cette époque, je citerai l'obscurité. Oui. Il me semble même que la nuit tombait plus tôt. Oui.
L'obscurité. De la mémoire, ça me rappelle que j'ai dû attendre un an, moi, après mon bac, avant d'entrer à l'université. Le temps que les économies familiales grossissent et que je puisse disposer d'un costume d'hiver et d'un autre de demi-saison afin de ne pas me ridiculiser dans un milieu dominé par les économiquement forts, pour reprendre une des expressions de Franco. Ouais, tout à fait son style, les économiquement forts. T'as vraiment le don de retrouver immédiatement, un don de synthèse incroyable. Ouais, de synthèse, si tu veux. Pombo, c'est magnifique, hein. Tu sais que tu as beaucoup de travail devant toi. Pombo, je t'engage pour écrire un livre des mémoires des éditions à Metz, quoi, pour fêter l'anniversaire. Oh, cette mémoire, cette façon de raconter. Revenons au contrat. Il me faut ce Franco, enfin, ce signé Pombo, avant. En fait, merci pour mon fils, hein. Ah si, ça lui a bien plu. Enfin, là, il commence les cours de karaté, alors son père, tu comprends. Mais il va revenir te voir. Les hommes, c'est ce que c'est, Pombo. Hein. Oh, je suis en retard. Bon, bah, excuse-moi, hein, je dois filer. On m'attend, bah, tiens, justement au ministère de l'Éducation. Donc, je leur annonce, hein, je te donne encore quelques jours, pas plus, parce que oui, si nous publions après l'été, on va penser qu'on a fait exprès de tomber le plus près possible de sa date de naissance à Franco. Tu vois le truc? C'est pas possible. Hein. Donc, je te donne quelques jours, pas plus, puis après, on reparle des mémoires. Ok? Ok. Good. Ok. Papa, que tu aurais mieux fait de mourir ou de partir en exil pour nous appeler ensuite auprès de toi, là où tu aurais pu vivre en prince de l'histoire et non comme ce prisonnier, ni jeune, ni père, ni rien, seulement un poids affectif que ma mère a supporté avec une énergie inattendue de la part de cette frêle silhouette penchée comme un cycliste sur sa machine à coudre singère jour et nuit. Son corps, oh mon claveau. Exilé intérieur, ne gardant pour seul droit que celui de penser les blessures de mes proches.
C'est ce que nous faisons, maman et moi, lors des rares visites que nous sommes autorisés à te rendre, papa, dans un parloir où nous sommes séparés par le couloir de 2 grilles qu'arpente un fonctionnaire qui se croit à la parade. Car tous ceux qui portent un uniforme ont gagné la guerre, même les chauffeurs de taxi, les concierges, les conscrits et leurs vainqueurs qui défilent dans la rue avec leurs chemises bleues, leurs pantalons courts, leurs bérets sur la tête et leurs chansons à faire frémir. Vous savez, les grands peuples ont besoin d'inscrire dans la pierre le souvenir de leur grandeur. Ce fut cette idée qui le poussa à réaliser le monument et non évidemment le désir de se rendre hommage à lui-même. C'est en allant à Avila que nous avions découvert le site, une sorte de grande pinède. Immédiatement, il a voulu que là apparut la vallée des martyrs, nouveau phare, nouvelle vigie de toutes les Espagnes. Bien vite, il a amené le gouvernement dans son ensemble, les chefs des partis, les généraux, les meilleurs éléments de l'Opus Dei, et même quelques ambassadeurs à l'endroit élu. Il a crié « Espagne !» et tous lui ont répondu « Una, grande, libre !» Ah, ça a été un des moments les plus émouvants de notre existence. Et l'idée de faire construire le monument par des prisonniers de guerre est également la sienne. Ce qui leur attendait l'avantage de travailler au grand air, de pouvoir embrasser leur famille de temps en temps et de gagner un peu d'argent. Oui, on a beaucoup exagéré les conditions de travail qui régnaient là-bas et je dois dire que les détenus politiques ont beaucoup mieux travaillé que les droits communs. Et je peux même ajouter que certains ont préféré rester sur place, oui, sur place, après avoir achevé la durée de leur peine méritée, pour ne pas risquer de rester sans travail, loin de cette vallée de la paix. Exact. Tout à fait exact. Un jour, ma mère reçoit de la vallée des martyrs une lettre de mon père. Me propone que me quede aquí como trabajo libre. On me propose de rester là-bas en tant que travailleur libre avec assurance maladie, droits syndicaux. Tu veux rester là. Tu as peur, papa. Peur de revenir dans cette maison chez nous à Madrid. Tu n'es plus ni de Madrid, ni de ton village, ni de Cuba. Tu n'es plus rien. Tu ne veux plus rien. Mais maman, elle veut. Elle te trouve un travail. Distributeur des publications de l'évêché, en tricycle. Et quelques heures supplémentaires aussi plus tard comme manutentionnaire à l'imprimerie des tickets de rationnement. Alors un jour, la silhouette de mon père se découpe dans le couloir obscur de la rue Lombille. Les rayons du soleil sont particulièrement chargés de poussière. Je me contente de prendre ta mallette en bois, papa, d'esquiver ton baiser, de te dire salut et de t'ouvrir le chemin en montant les escaliers. Te voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Bajo su cuenta divina, hecha de nardo y jazmín, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahil. Adiós, mi España quería, dentro de mi alma te llevo metida. Y aunque soy un emigrante a más en la vida, yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra, volví la cara llorando, porque lo que más quería, atrás me lo iba dejando. Me llevo por compañera, ya mi bien
serein. Ce sont les aléas de l'existence qui modifient notre caractère. Chez moi, la sérénité congénitale a été entretenue par le service des armes et par la pratique du sport. La race est incarnée par les armées quand elles sont au repos par les sportifs. C'est pour cela que j'ai tant apprécié les succès du Real Madrid. Mais avec le temps, il a préféré regarder le football à la télévision. Évidemment, de par ma charge, j'ai dû suivre nombre de corridas, mais je dois avouer ne pas y prendre autant de goût qu'au football. D'ailleurs, un jour, nous étions invités à une partie de campagne avec le fameux Torero Dominguin. Il n'arrêtait pas de fumer en présence du généralissime. Alors, un de nos collaborateurs lui a demandé « Pourquoi fumez-vous en présence du Caudillo ?»« Parce que j'en ai envie », a répondu Dominguin, mais d'un air dédaigneux. Alors, j'ai interrompu la discussion en disant « Laissez tomber, ce n'est qu'un clown ». Et par la suite, j'ai appris que c'était un ami de Picasso et qu'il lisait des ouvrages communistes. Petit clown et petit messieurs. Seule la propagande communiste a pu oser décréter que Picasso était un génie. Moi, je n'aime pas Picasso, non. Mais il doit bien y avoir quelques qualités. Moi, le Guernica ne me gêne pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai répondu au directeur des Beaux-Arts qui me proposa un jour de faire un hommage à Picasso, puisqu'après tout, il était espagnol. Mais le tableau n'a pu être exposé à Madrid et moi je dis tant mieux. Si je vous raconte tant de choses à propos de mes goûts, c'est pour vous permettre de découvrir ma personnalité. D'ailleurs, beaucoup cherchaient à savoir si je préférais pêcher ou chasser. Mais vous vous dites, mais la chasse parce que vous tirez sans arrêt 6000 cartouches par jour et bien sûr vous faites beaucoup de prises. Mais son affaire en réalité c'est la pêche. Il suffit de le voir poursuivre un cachalot pour comprendre ses exploits militaires et politiques. Comme cette prise d'un cachalot ou d'un thon, je ne sais plus... Un thon. Oui, d'un thon, de 375 kilos, sans eau traîne. Que d'avoir bien préparé la zone pendant 15 jours en y attirant les grosses pièces avec des poissons vivants et morts. Splatch! Splash! Julian Grimard. La coutume du saut dans le vide. Ce fameux saut de la mort à la Direction générale de la sécurité à Madrid. Mais comme cette fois-là, plusieurs témoins ont assisté à la chute de ce communiste acharné, on est bien obligé de le ramasser, de le retaper, de le conduire défiguré devant le tribunal pour finalement l'exécuter pendant la Semaine Sainte, non? C'est possible. Mais le peuple savait bien qu'au moment où l'on a pris son sort entre nos mains, il allait en espadrille. Et 20 ans après, en Seat 600. Pas pour tout le monde, la Seat 600. Tu te souviens, papa? Maman se brise petit à petit, hémiplégie après hémiplégie. Elle refuse de s'alimenter si on ne lui apporte pas des pêches. Tu te rappelles? Eh bien, qu'ayant travaillé toute ta vie comme un animal et un ex-forçat, tu n'as même pas de quoi acheter 1 kilo de pêche chilienne en hiver. Pêche chilienne en hiver. Et maman meurt un mois plus tard. Eh bien, à cette époque, ni mon père ni moi n'avions de Seat. Oui. Mais qu'arriverait-il le jour où il ne serait plus là? Voilà la question à laquelle personne n'osait répondre. Et quant au procès de Burgos, il a accordé l'amnistie. Oui, eh bien, je dis maintenant que ce jour-là, peut-être, avons ouvert les vannes aux attaques qui allaient coûter la vie à Carrero Blanco. Carrero Blanco. Lui qui m'avait déclaré un jour qu'il préférait voir le monde détruit par un holocauste nucléaire plutôt que dominé par l'athéisme marxisto-soviétique. Lui qui avait proposé, aujourd'hui je peux bien le révéler, de le faire couronner roi. Mais à quelque chose, malheur est bon. À quelque chose, malheur est bon. C'est la phrase de ma pauvre maman qui m'est venue quand j'ai présenté mes condoléances à la veuve de Carrero Blanco. À quelque chose, malheur est bon, ce mot d'ordre de
toute son existence. Oui, quand la mort vient la regarder droit dans les yeux. Paquito, tu as des yeux. Donc, regardez la mort droit dans les yeux, sachant qu'elle est à jamais aveugle. À jamais aveugle. Et puisque, comme je l'ai toujours dit... L'homme est esclave de ses paroles, mais maître de ses Je vais silences. finir. Regardez la mort donc droit dans les yeux, ne pas espérer la dissuader de son intention, bien au contraire, mais lui adresser un regard qui lui dise tout ce qu'on peut lui dire et lui commander en bon militaire respectueux. Repos! Très officiellement, Franco est mort dans la nuit du 19 au 20 novembre 1975. Ce jour-là, tu es là, papa, dans la chambre d'à côté. Je ne sais pas s'il faut te réveiller ou non. Tu respires comme si tu vivais à peine. Je te retourne délicatement. Franco est mort. Tu te redresses laborieusement. Tu jettes un coup d'œil à la fenêtre et me demandes comment est la caille? Comment est la rue? Pour l'instant, calme, papa. Toilette et rasage silencieux comme tous les matins, puis tu te décides enfin à me dire ce à quoi tu penses. Escondete. Esa gente va a venir a buscarte. Su jefe ha muerto. Cache-toi, ces gens vont te chercher, leur chef est mort, ils vont être paniqués. Nous, que tendría que haber muerto de la Havane. Je n'aurais jamais dû revenir de la Havane. C'est peu après, quand tu touches enfin une pension en tant que victime de la guerre civile, que tu te décides à partir tout seul pour cette maison de retraite. Mais tu ne voulais plus vivre. Et moi, je t'ai laissé faire. Y en silencio y oscura del firmamento borrado, la imagen de tu figura, cada silencio ha quedado, y esa verdad que hasta la llave Pombo, c'est du bon travail, hein? Ouais, du bon travail. Excellent le ton que tu as su donner à Franco, hein? Ah si, si. On n'a pas de mal à croire qu'il pense de cette manière, qu'il écrive ainsi. C'est là du Martial Pombo de tout premier ordre. Tu as fait plus fort qu'avec tes précédentes biographies. Bon, donc quand Franco parle, s'explique, même si tu l'inhibes avec ta présence, avec ta vigilance permanente... Oh non. Si, si, ne dis pas non. Ce défaut est tout le temps là. Il est certain que Franco aurait dit d'autres choses sans tout ce pressing. Pressing. Mais bon, c'était un risque à assumer. Enfin, pour Franco et Carmen, je n'ai rien à dire, mais tous ces bruits... Mais de quel bruit es-tu en train de parler? De quel pressing? C'est quoi tout ça? Pombo, en nous plaçant sur le plan de la théorie de la communication, tu sais ce qu'est un bruit? Un bruit, oui. On appelle bruit tout phénomène qui, dans une communication, n'appartient pas au message initialement émis. Ok, Mais de quel bruit es-tu en train de parler? Je ne comprends pas. le pire, c'est que tu ne te contentes pas de gêner le discours du général, non, tu te mets à lui raconter ta vie, tu mêles ta vie à la sienne, celle de tes parents, de tes enfants. Ça finit par devenir inaudible. Qu'est-ce que les générations de l'avenir en ont à faire, Pombo, que ta mère soit morte faute de pêche chilienne, ou je ne sais quoi encore? Tu es en train de me dire que Franco est le seul maître de son image? Que moi, je n'ai pas le droit de le démasquer? Ça, c'est l'affaire des historiens. Mais les historiens de demain et même ceux d'aujourd'hui n'auront pas eu l'expérience de la cruauté, de la prétention, de la médiocrité du franquisme. Et alors? Tu te soucies de savoir si Hannibal était un type brillant? Qu'importe une cruauté aussi momifiée que ses victimes. Mais mon père a été torturé. Oh, parfait! Un de ces jours, on vous commandera un livre sur l'évolution de la torture à travers l'histoire. C'est le franquisme qui a été un bruit! Oui, un bruit qui est venu empêcher le message de la démocratie, de la liberté. Arrête ton char, Pombo. Tu me fais un meeting ou quoi? Mon père et toi, vous avez été trop
l'histoire ne tient que par les faits, dans ce qu'ils peuvent avoir de curieux. Le scoop, quoi. En fin de compte, Franco est celui qui a fait l'histoire, et vous, ceux qui l'ont enduré. Pas de chance, voilà tout. Franco, lui, sera toujours ne serait-ce qu'une entrée dans les dictionnaires encyclopédiques, sur les vidéos ou sur les disquettes, bref, sur le support que l'avenir choisira pour stocker sa mémoire. Ouais, et il n'y aura plus de place pour nos sentiments de haine, d'impuissance, de défaite, de peur, de rage. Mais combien d'heures, de minutes, de secondes as-tu consacré à lire mon manuscrit? Ne t'inquiète pas, je garde le livre. Nous respectons nos accords contractuels. Mais je crois que je vais seulement utiliser le monologue du général et les interventions de Carmen. Ils sont très bien d'ailleurs. C'est-à-dire que je vais supprimer tous les bruits. Nous sommes pressés et la programmation est faite. Mais si nous avions du temps et si tu pouvais laisser reposer un petit peu le manuscrit, tu comprendrais la justesse de ma décision. J'attendais 3 millions. Eh bien, il y en a 4. 24 000 euros. Dans cette maison, on t'aime bien, tu sais. Je considère que c'est la remise du manuscrit. Vous faites les petites corrections dont on a parlé, c'est beau. Je considère que j'ai réceptionné le manuscrit. Avec ce livre, tu vas te faire du blé, Pombo. Money. Tu vas voir comment il va marcher, année scolaire après année scolaire. Peut-être pas tout de suite. Oh, mais d'ici 5 ans, il sera sur la liste des lectures conseillées. On ne pourrait pas garder les notations critiques historiques, non, pas les miennes, d'accord, mais conserver celles par... Mais non! Des bruits. Alors je signe un pseudonyme. Non, pas question, hein. Signé Pombo. T'as un nom en milieu scolaire, t'as un public de jeunes, Pombo. Votre collaboration presque continue avec la maison à Mesquois a toujours porté sur le scolaire, pas sur autre chose. Et j'ai vérifié votre contrat. Il est inscrit en effet cette clause dont m'a parlé Calara, et ce contrat, justement, parle de manuel scolaire. Pas d'autre chose. Et un contrat, excuse-moi, Pombo, c'est valable dans les deux sens, non? Dans les deux sens, oui. « 24 000 euros. 4 millions de pesetas. Au total, 36 000 euros. 6 millions de pesetas. Hein? Il y aurait beaucoup à dire sur la théorie des bruits, hein? Et pourquoi moi je serais l'unique exécuteur des jugements de l'histoire, hein? Je ne suis pas la conscience critique du monde, après tout. En fin de compte, général, on s'est bien comporté avec vous. Les retours critiques sont des plus rares. Personne ne veut se prendre dans la figure le boomerang de la mémoire. Et même l'idée selon laquelle Franco a été non pas totalitaire, mais autoritaire, a fait des ravages. Si tu voyais ça, papa, ça a redonné une figure à tous ceux qui l'avaient perdu à force de la tourner vers la lune qui a éclairé tant de fusillades et de tortures. Je préfère que tu ne sois plus là pour entendre ça, papa. Oui, nous sommes en train de vous oublier, général. Tu peux imaginer ça, papa? Et oublier le franquisme, c'est oublier l'anti-franquisme, cette exigence culturelle, éthique, pleinement généreuse et... Non! Je n'arrêterai pas mon chat! Chère éditrice! Non! Je ne fais pas un meeting, Madame Clara de Mesquois! Oui! Oublier l'antifranquisme, c'est oublier cette exigence généreuse, mélancolique, héroïque, avec laquelle vous ont résisté, général, tous ces hommes et ces femmes de la trempe de Mathilde Landa, Quignones, Thomas Centeno, Peyo, des anarchistes qui avaient voulu vous tuer afin de tuer la mort. Marcos, Juan, Marcelino Camacho, Marcos Ana, Nicolas Redondo, Sanchez Monteros, de tous ces jeunes qui prirent le maquis parce que vous étiez maître des vallées, général, et que vous aimiez chasser les rebelles qui avaient une cause. Papa. Depuis le jour où je nous ai vus, tous les trois, dans la salle du tribunal où maman m'avait amené pour respirer de la compassion, j'ai eu le pressentiment que malgré les apparences, rien ne serait jamais plus comme avant. Et vous, général, derrière le tribunal, à côté du crucifix, vous étiez là, avec votre portrait bien évidemment retouché pour souligner l'intensité de votre regard. Paquito, tu as des yeux qui...
Et même si l'histoire ne laisse pas de place au bruit, aux gémissements, aux cris de rage ou de terreur, je ne vous laisserai pas, général, non! Je ne vous laisserai pas recouvrir d'une nouvelle couche de terre toutes les victimes de vos idées et de vos actes, toutes vos victimes, réelles, par omission, car l'histoire, général, avec un grand H, général, ne s'est pas comportée avec ses victimes comme elle l'aurait mérité.